raison un petit peu du temps limité qui nous est imparti quand même cet après-midi pour pas qu'on finisse trop tard, nous avons décidé que vous pourriez quand même poser vos questions parce que c'est toujours difficile de faire des débats sans que la salle puisse y participer et nous sommes attachés à la participation de tous. Donc vous envoyez votre petite question à cette adresse-là, contact@prospective-innovation.org et c'est marqué sur le côté de la salle, de chaque côté. Et toutes ces questions seront ramassées et je les poserai en votre nom à nos différents intervenants, après chacune des tables rondes. Merci de vos questions. Bonjour. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux et d'avoir le plaisir et l'honneur de mener cette table ronde. Sont assis à côté de moi, d'abord Thierry Martel. Thierry Martel a fait largement sa carrière dans le monde des assurances. Il a été commissaire contrôleur des assurances au ministère de l'économie et des finances. Et puis ensuite, il a fait toute sa carrière chez Groupama, où il a tenu à peu près toutes les responsabilités, avec un moment essentiel en 2011, où il en est devenu le directeur général. Un moment où Groupama n'était pas vraiment en pleine forme et où il a eu à faire un travail de transformation, de redressement, d'innovation assez remarquable pour amener Groupama là où ce groupe est aujourd'hui. Donc il pourra nous parler, il a toute la légitimité, je dirais, puisque c'est le thème, pour nous parler de cette conduite de la transformation et de la légitimité dont il a su acquérir pour cette transformation. Il est également, je crois que c'est un point important, depuis 2019, président de l'Association des assureurs mutualistes. Ensuite, prendra la parole Muriel Barnéou. Muriel Barnéou est la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste depuis 2017. Elle a été entre 2010 et 2016 la PDG de DocaPost, qui est une entreprise, une filiale spécialisée dans la transition numérique et mobile des entreprises. Entreprise qui continue de prospérer, qui occupe maintenant une place très reconnue et significative dans ce domaine. Et auparavant, elle a été aussi une personne très engagée dans la transformation industrielle, puisqu'elle était directrice générale adjointe du courrier à la Poste, pardon, et que elle a conduit là et ailleurs essentiellement une activité de transformation. Transformation industrielle, transformation digitale, transformation sociétale, très tournée aussi vers l'innovation, l'innovation dans la transformation des business models, l'innovation dans l'offre, et elle est administrative de plusieurs sociétés cotées dans le domaine de technologie. Et puis enfin, donner la parole à Yves Mathieu. Yves Mathieu, lui, est fondateur et directeur de Mission Publique. Alors, Mission Publique, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, c'est un entrepreneur social dont l'objectif est de promouvoir les meilleures politiques publiques, enfin la participation citoyenne, au niveau régional, national et mondial. Je pense que c'est le point important et très caractéristique de Mission Publique. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici ont déjà eu l'occasion de travailler avec lui. Que fait Mission Publique? Il conçoit et gère des processus qui font appel précisément à l'expertise des citoyens. L'expertise des citoyens et à des intervenants. Et ils sont associés avec plus de 100 organisations à travers le monde. Donc il a une dimension pas du tout franco-française, une dimension française, européenne, mondiale. Il est coordinateur de Worldwide View, qui est en Climate and Energy,
qui est le plus grand débat citoyen du monde. Il est également actif au sein de la communauté TEDx et de l'Institut des futurs désirables. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait qualifié pour nous intervenir dans cette table ronde. Alors, je vais dire quelques mots d'introduction avant de leur donner la parole. Et donc, nous entamons donc cette première table ronde sur le thème qui a été rappelé à la fois par Jean-Pierre Raffarin et Patrick Bernasconi, qui est celui de la légitimité de la décision. Et de fait, nous avons fait le constat que certaines entreprises, grâce à leurs pratiques managériales innovantes, ont réussi à créer cette légitimité de la décision. Et toutes sont d'accord, quand on les interviewe, on a interviewé un grand nombre, sur la nécessité d'abord de définir une mission et la stratégie qui l'accompagne. Ce n'est pas Jean-Dominique Sénard qui nous dira le contraire. Et à cet égard, d'ailleurs, les lois récentes vont dans le bon sens et les bonnes pratiques tendent à se multiplier. Et cela permet de donner du sens, de moins opposer l'économique et le social et l'environnemental. Et on conçoit aisément que dans une entreprise, c'est une condition importante pour que chacun soit motivé et efficace dans son travail. Cette stratégie, comment l'élaborer et la faire partager? Que nous disent les entreprises? Que d'abord, sur l'élaboration, une très large participation contributive de toutes les parties prenantes est essentielle. Et j'insiste sur toutes les parties prenantes. C'est non seulement les cadres, les salariés, les organisations syndicales, mais aussi les élus des territoires, les associations de consommateurs, les ONG, etc. Et la démarche doit bien sûr être à la fois descendante et remontante, et en particulier parce qu'il est vraiment fondamental que dans tout processus de décision, de partir de la réalité du terrain et du travail. Mais, à résumer ce que nous ont dit toutes les entreprises, au fond, tout dépend de 3 paramètres clés. La qualité du dialogue, la bonne gestion du temps et la participation à l'évolution de l'entreprise. La qualité du dialogue d'abord. Il doit être authentique et continu, ce qui n'est pas souvent le cas. Il ne consiste pas à une juxtaposition de monologues, où chacun a pour objectif de convaincre l'autre de la justesse de son propre point de vue, mais dans une écoute et un échange ouvert visant à construire une décision la plus partagée possible. On a des exemples de dialogues organisés au sein de centaines, voire de milliers, dans les grandes entreprises, de réunions de groupes de 10 à 15 personnes. Le temps maintenant. Le temps. La gestion du temps dans la décision. Peut-être le plus important et le plus ignoré. C'est peut-être la qualité essentielle du dirigeant. Bien sûr, se donner le temps, en intégrant la nécessité des échanges, de la compréhension réciproque et de l'appropriation. Le temps long, dans notre monde hyper rapide et réactif, est un combat. Mais il faut le livrer. Ce qui n'enlève rien à la nécessité de savoir juger avec discernement lorsqu'une décision doit être extrêmement rapide. Et aussi d'organiser le temps et établir des calendriers partagés, en particulier dans le domaine social. Des calendriers partagés qui tiennent compte des priorités des uns et des autres, qui donnent une visibilité plus forte sur l'avenir et permettent de marquer les étapes de progrès vers les objectifs. Et être donc aussi attentif à la chronologie des informations. Je rappelle le syndrome de « on l'a appris par le journal ». Dramatique. Cette stratégie, comment la faire partager et la faire vivre dans l'entreprise? On a entendu toutes sortes de contributions, d'idées. Dialogue personnel et libre entre le directeur général et les équipes. Grandes réunions, réunières et continues avec des centaines de cadres pouvant être néanmoins conviviales. Mission confiée à des responsables locaux, établissements ateliers, bien formés à la transmission et à l'échange régulier sur les enjeux stratégiques. Chacun son style, vous nous direz. Enfin, être acteur de l'évolution de l'entreprise, concernant les décisions sur des enjeux complexes, voire polémiques, pourquoi ne pas adopter et adapter les méthodes de type atelier et convention citoyenne, permettant à des acteurs, des salariés, des clients, des élus, tirés au sort, de débattre après avoir été parfaitement informés de toutes les facettes du dossier,
de formuler une recommandation et un avis qui aura, je vais insister sur ce point, un avis qui aura une forte légitimité, car il n'est influencé par aucun intérêt particulier ou catégoriel. Et les sujets pour avoir ce type de débat ne manquent pas. L'attractivité des entreprises, les carrières longues pour les seniors, l'adaptation du travail à distance, la manière de prendre en compte la RSE, les méthodes pour conduire les réorganisations, la formation, les stéréotypes, j'en passe et des meilleurs. Enfin, être acteur, et j'ai quasiment terminé, être acteur de l'évolution de son entreprise, c'est aussi poser la question de la participation des salariés dans les instances de gouvernance et qui est un acte essentiel dans la construction de la légitimité. Tant il est vrai que l'entreprise est une collectivité au carrefour de plusieurs sphères d'intérêt et de diverses contributions. Ses clients qui la font vivre, les territoires qui les accueillent, les salariés qui apportent leur travail et leurs compétences, les financiers qui apportent le capital. Quelle participation, qui, dans quelle instance, à quel niveau, quid de l'actionnariat salarié, y compris dans les entreprises non cotées. Voilà de quoi alimenter notre débat. Et vous tous, tous les trois, vous êtes plus que légitimes pour y contribuer. N'hésitez pas à rebondir, à donner des illustrations concrètes, à émettre des idées nouvelles, à en contester d'autres. N'oubliez pas que même si je ne l'ai pas fait, de donner, si vous en avez l'occasion, un éclairage international avec des exemples de bonnes pratiques que vous connaissez et qui méritent d'être mentionnés. Enfin, n'oubliez pas que ce travail s'adresse avant tout aux acteurs publics. N'hésitez pas à vous exprimer sur les passerelles et les freins que vous voyez dans l'éclairage que pourraient en tirer les acteurs publics. Merci. Je donne donc la parole à Thierry. Merci Jean-Paul, Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs. Je vais vous faire un modeste témoignage d'un praticien qui dirige une organisation un peu particulière, qui est à mi-chemin entre l'entreprise au sens classique du terme et l'organisation politique, puisqu'on doit délivrer un résultat économique avec une gouvernance politique. La famille Raffarin et ses diverses générations connaissent bien notre maison pour y avoir été associés de très près. Alors, quand Jean-Paul m'a demandé de vous dire quelques mots sur ce sujet, j'ai essayé de faire une checklist des points qui me paraissent clés, en tout cas, qui sont un peu ma boussole dans ma manière de diriger mon organisation. Comme Jean-Paul le disait, j'en ai pris les rênes à un moment qui était très difficile, parce qu'elle était un peu à l'agonie, il a fallu la remonter. Et j'avais ce matin les résultats du baromètre d'opinion qu'on fait auprès de nos salariés. On fait ça tous les 2 ans. On a un taux de confiance aujourd'hui dans la direction de l'entreprise qui est très élevé, très au-dessus de la moyenne du secteur. Donc on peut dire que ces recettes produisent quelques résultats. La première chose que je voudrais vous dire, peut-être, c'est qu'on ne peut pas détacher la légitimité de la décision de la légitimité du décideur. Que dans la légitimité d'une décision, il y a une part de raison, mais il y a une part d'émotion qui est très importante, et la part de confiance dans le décideur est tout aussi importante que le rationnel de la décision. Et que pour être un décideur respecté, il faut être un décideur respectable. Et que pour être respectable, ça passe par un certain nombre de critères qui me semblent importants. La première chose, c'est que pour être respectable, il faut respecter les autres. Et respecter les autres, ça veut dire, pour faire simple, et je ne vais pas aller rentrer dans les détails, on pourra revenir si vous avez des questions, d'abord leur parler comme à des adultes. Infantiliser les gens, leur cacher la vérité, leur mentir, c'est une politique de courte durée, de courte vue. Moi, je m'aperçois que quand on responsabilise les acteurs, quand on les appelle à réfléchir, et quand on les appelle à réfléchir en ramenant, je dirais, les problèmes à leur échelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément capables de résoudre les problèmes que j'ai à résoudre, mais si je les transpose dans un environnement qui leur parle, qui finalement répond aux décisions qu'ils ont à prendre, et en leur disant, au fond, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous décideriez dans des situations comme celle-là ? On emporte beaucoup plus facilement la décision parce que les gens considèrent que la décision que vous leur proposez, au fond, c'est celle qu'ils auraient prise et qu'elle est rationnelle. Le mensonge, je pense que le mensonge, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ou alors il faut énormément de mémoire, parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est tellement plus simple, finalement, de dire la vérité sans phare. Et ça crée, je crois, une relation responsable dans la durée. L'autre facteur dans la responsabilité, c'est le courage. Je pense que des gens compétents, des gens travailleurs, on en trouve. Des gens courageux, on en trouve beaucoup moins. Et en particulier, il faut savoir assumer ses erreurs, de dire oui, je me suis trompé, c'est pas grave. On va rebondir, et ce n'est pas de votre faute. Moi, en tant que dirigeant, je suis là pour absorber vos angoisses et pour vous exporter de l'énergie. Jamais l'inverse. C'est jamais de votre faute. Ce que vous faites, c'est vous. La victoire est toujours collective et la défaite est toujours individuelle. Quand on m'a donné les rênes du groupe,
On m'a dit, vous savez Martel, si le groupe se plante, ce sera grâce à vous. Par contre, s'il réussit, la victoire, ce sera pour tout le monde ensemble. Et je pense que ça, il faut être, quand on est dirigeant, être capable de mettre le mouchoir sur son ego et de faire partager tout le monde, partager la victoire à tout le monde et assumer les échecs tout seul. Et enfin, je rebondis sur ce que disait monsieur le Premier ministre tout à l'heure, et c'est un peu la problème du temps politique. Je crois que la légitimité, elle se fonde beaucoup sur les résultats. Et le problème des hommes politiques, c'est qu'en fait, ils héritent des résultats des décisions de leurs prédécesseurs et n'assument jamais les résultats de leurs propres décisions. Quand on dirige une entreprise, moi ça fait maintenant plus de 10 ans que je dirige cette maison, on voit que la légitimité se construit au fur et à mesure qu'on démontre que les décisions qu'on prend sont des bonnes décisions. Donc ça c'est le premier point. On ne peut pas, de mon point de vue, dissocier la légitimité de la décision de la légitimité du décideur. La deuxième chose, c'est qu'il faut être juste et équitable. Et on le voit dans la réforme des retraites, tous les débats qu'il y a eu autour de cette sensation de justice. Ce n'est pas forcément très glorieux pour le pays, mais le pays est d'abord et avant tout animé par la jalousie. C'est un moteur très important dans notre société. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ma voiture, c'est la voiture de mon voisin. C'est pire si c'est la voiture de mon beau-frère. Et encore plus si mon beau-frère a gagné plus d'argent parce qu'il avait mieux réussi dans sa carrière que moi. Ce moteur de la jalousie, il est extrêmement puissant dans notre société. Et donc, il faut qu'on donne, dans nos décisions, on donne l'impression d'être juste et équitable dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'on soit juste et équitable dans la générosité, mais juste et équitable aussi dans la sévérité. Et j'aime bien, moi, reprendre une formule qui était, je crois, d'Yvon Gattaz, qui aimait bien les formules un peu choc. Souvent, les syndicats me disent « tout travail mérite salaire », et moi, je leur dis « oui, mais tout salaire mérite travail ». Hein, et c'est du donnant-donnant. Moi, je veux bien vous rémunérer, c'est normal. Mais vous avez aussi votre part du job. Et ceux qui ne remplissent pas leur part du job, ils n'ont rien à faire dans l'organisation parce qu'au fond, c'est tous les autres qui vont payer pour eux. Et je pense que ce discours de vérité, il passe assez bien. Le troisième facteur qui me semble très important dans la légitimité de la décision, c'est d'être capable d'avoir fait des études d'impact qui soient suffisamment probantes. Des études d'impact au niveau global et des études d'impact au niveau individuel. Au fond, les études d'impact au niveau individuel, elles sont presque plus importantes que les études d'impact au niveau global. Les études d'impact au niveau global, elles sont importantes dans une société qui est en recherche de sens, qui est inquiète sur son avenir, qui se pose plein de questions sur la planète. Et on voit que nos salariés demandent de plus en plus des réponses par rapport à ces problématiques. Mais la réponse au niveau individuel est aussi très importante. C'est-à-dire que quand je prends une décision difficile, j'essaye de voir ceux qui vont être le plus martyrisés ou maltraités par cette décision et de faire des mesures exceptionnelles pour accompagner ces gens-là. Quand il a fallu redresser le groupe, j'ai fait des plans sociaux. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, qui ne sont pas très agréables. Et j'ai eu des discussions assez intéressantes avec les syndicats à la fin sur la poignée de gens qui posaient problème. Et on avait trouvé un deal. Ils m'avaient dit, ces 12-là, ce sont vraiment des gens qui sont dans des situations très difficiles. Trouvez-leur une solution. Par contre, les 20 autres qui veulent profiter de la situation pour avoir un gros chèque, faites-en ce que vous voulez, ne nous intéresse pas. Ça, c'est important, de savoir faire la différence et de traiter de manière humaine le cas particulier qui va montrer qu'on est capable d'avoir fait une étude d'impact globale, et une étude d'impact non seulement globale, mais individuelle, et qu'on a été capable de prendre en compte les situations particulières les plus douloureuses. Le quatrième point, et je vais vite, hein, on pourrait y revenir, c'est le tempo. Jean-Paul en a parlé. Le temps, la gestion du temps est très important. D'abord, dans la gestion du temps, avant même le temps de la décision lui-même, il y a la préparation du temps de la décision. Je pense que c'est important de lancer quelques idées dans l'air pour dire, voilà, le problème, il existe, il tourne et un jour ou l'autre, il va falloir le traiter. Préparer les esprits au fait qu'il va falloir décider. Je pense que cette phase amont, elle est très importante, et ce n'est pas des hommes politiques aguerris que je le dirais. C'est important de faire flotter les rubans, de faire flotter un peu l'idée, avant de véritablement s'attaquer au problème, pour que le jour où on s'y attaque, ce ne soit pas une découverte, que les gens ne tombent pas de l'armoire, qu'ils savent que le problème existait et qu'il allait bien falloir à un moment ou à un autre l'adresser. Ensuite, le temps de la décision lui-même, il est important. Il faut aller ni trop vite, ni trop lentement. Ni trop vite, parce qu'il faut prendre le temps du dialogue et de la concertation, ni trop lentement, parce qu'une décision qui n'est pas prise, au fond, on se demande si c'est une décision indispensable, et elle sera toujours contestée. En termes de décision catastrophique, je vais prendre cet exemple-là, parce que je demandais hier à mon directeur de cabinet de me donner une décision catastrophique. Et comme il appartenait à ce gouvernement, il m'a dit celle-là, l'affaire Leonarda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont la décision a été prise sur l'affaire Leonarda. C'est le cauchemar absolu du processus décisionnel qui arrive à la fin sur une décision qui n'a ni queue ni tête et qui finalement ridiculise tout le monde. Donc je pense que le temps de la décision est très important et qu'il faut savoir le gérer. Et puis le dernier point que j'utilise beaucoup, c'est les procédés mnémotechniques. Parce qu'au fond, les gens retiennent les formules beaucoup plus que les idées.
Et je vais vous en donner quelques illustrations. Quand le groupe a été très mal, a été en grande difficulté, j'ai dit aux gens, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est devenu pauvre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tombé malade. Et que comme vous êtes en pleine santé, il vaut mieux être pauvre que malade, parce que quand on a la santé, on va pouvoir redresser le groupe, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ça, c'est une image qui parle. Les gens, finalement, ont fait la différence entre une situation qui était désespérée et une situation qui était redressable. De la même façon, même si on est dans un organisme qui appartient à l'économie sociale, j'ai repris une formule, je le concède à Claude Bébéar, qui l'avait utilisée il y a longtemps avant moi. Perdre de l'argent n'est pas un métier. Il n'y a aucune entreprise qui puisse survivre dans la durée en perdant de l'argent. C'est un peu un fil à plomb. Et au fond, aujourd'hui, même mes partenaires sociaux le savent en disant « Monsieur Martel, on sait, perdre de l'argent n'est pas un métier. Et si vous voulez être socialement généreux, il faut qu'on soit économiquement performant. » Ça, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. On commence par gagner l'argent et ensuite, on regarde comment on se le partage et jamais l'inverse. Voilà peut-être quelques témoignages rapidement sur ce que je pouvais dire en termes d'expérience de chef d'entreprise. Merci beaucoup. Je crois que c'est très... Muriel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, vous m'entendez. Non, pas trop. Voilà. Peut-être que ça y est, je vois la régie là-haut. Merci beaucoup. En témoignage de praticienne de grande conduite du changement et effectivement patronne de DocaPost, qui elle-même était en transformation lorsque je l'ai prise en main. Aujourd'hui, je dirige l'engagement sociétal du groupe et moi j'ai trouvé intéressant, et je pense qu'on sera sans doute complémentaires, d'ailleurs très humblement, d'essayer de témoigner ou de vous éclairer de en quoi cette légitimité aujourd'hui se construit peut-être un peu différemment, compte tenu des questions d'ESG auxquelles vous faisiez référence, Monsieur le Premier ministre, peut-être un petit peu différemment d'il y a quelques années, sur ce qui me semble être 3 piliers essentiels de la légitimité. Le premier qui est donner du sens, la manière dont une décision est capable de donner du sens. Le deuxième, ce que j'appelle l'architecture des responsabilités, la gouvernance, l'alignement ou le désalignement dont vous parliez. Et puis, l'organisation du dialogue. Et je me suis essayée à témoigner et à vous choisir quelques exemples de la manière dont, peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont à regarder un petit peu différemment, justement pour tenir la légitimité dont on parle. Sur le donner du sens, vous voyez, j'ai conduit auprès de mon président de l'époque, je pense que vous l'avez compris, Jean-Paul était mon président quand je pilotais ce très gros projet de réindustrialisation, ou je pense qu'on peut dire, Jean-Paul, d'industrialisation du groupe, qui était un projet de changement de vie de 120 000 personnes. Nous avons soit déplacé fonctionnellement, soit déplacé géographiquement, soit les deux, 120 000 personnes. Et la France n'en a pas entendu parler. Ce qui pour nous est un premier grand témoignage de succès. Et quelque chose que portait ce projet, au fond, c'était une sorte de répartition de valeur entre l'entreprise, les collaborateurs et le client. Le sujet, c'était faire en sorte qu'on soit capable d'absorber les évolutions de trafic, les baisses drastiques de courrier, tout en ayant un maximum d'emplois sauvegardés, efficaces, et tout en restituant à nos clients la qualité qu'ils étaient en droit d'exiger. Dans la manière dont on va construire la légitimité de cette décision, on va prendre le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Paul. On va prendre 18 mois pendant lesquels on fait le tour de France et on va aller expliquer aux parties prenantes qui, à ce moment-là, sont essentielles pour nous, collaborateurs, clients, représentants des collaborateurs, ce que nous allons faire. Et il y a quelque chose de très important que l'on va dire, c'est que nous avions le choix. Je pense qu'il y a quelque chose qui délégitime totalement une décision, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas le choix. Nous avions le choix. Et le management qui présentait pendant ces 18 mois ce que nous allions faire, assumait ce choix. Et ces 18 mois ont été les 18 mois d'une maturation longue
qui nous ont peut-être paru un peu du temps perdu, mais qui ont été un temps incroyablement gagné en termes d'énergie. Est-ce qu'on le referait aujourd'hui de la même manière? Sans doute sur la méthode. En revanche, je pense que dans le sens que l'on donne, au sens de le partage de la valeur dont je vous faisais état, il y a quelque chose qui manque. Aujourd'hui, la planète s'inviterait à la table. La question du commun, des biens communs, s'inviterait à la table. La question de comment on embrasse et comment, au fond, on assume une responsabilité qui va au-delà de « je rétablis des équilibres économiques » et qui est évidemment essentiel, bien évidemment. Mais ce qui, aujourd'hui, à mon sens, fait une partie de cette légitimité du sens, c'est justement d'éclairer ce temps long et cette responsabilité qui va au-delà du bilan et du compte du résultat de l'entreprise et qui permet d'inviter à la table, encore une fois, des acteurs qui jusque-là n'y étaient pas. Voilà pour la question qui concerne, pour moi, un élément essentiel qui est celui du sens. Sur la question de la responsabilité, de l'architecture, de la responsabilité et de la légitimité de la gouvernance, alors je voudrais partager une expérience. Elle a été malheureuse, Jean-Paul, pardonnez-moi de peut-être la réveiller un petit peu, mais ça a été, je pense, quelque chose d'assez salvateur, finalement, dans la manière dont on a conduit le projet. On avait donc un projet qui avait un très gros impact, vous l'avez compris, social et économique, et qui donc était doté d'un assez gros budget en matière de mesures d'accompagnement social. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Et nous nous étions imaginé qu'il était possible d'obtenir dans cette hiérarchie de la gouvernance un accord national de la part des organisations professionnelles validant la démarche dans laquelle on se lançait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Paul, catastrophe. L'accord est refusé. Et au fond, et donc il y a un petit côté, mon Dieu, mais quelle bande d'ingrats et quel manque de reconnaissance pour quelque chose qui se veut responsable, qui se veut généreux, qui se veut préoccupé de nos collaborateurs. Et en fait, dans ce refus qui va s'avérer salvateur, parce que nous n'avons pas d'accord national et on va passer dans des accords locaux. Et c'est comme ça qu'on va réussir, avec une création de valeur qui est sans commune mesure avec quelque chose que l'on aurait piloté depuis le niveau national. Qu'est-ce qu'ils nous disent, au fond, à ce moment-là, nos partenaires? Ils nous disent « Ne nous demandez pas d'endosser cette décision. C'est la vôtre. On peut discuter d'autres choses. Mais ne nous demandez pas, via cette signature nationale, d'endosser une décision qui est celle du management. » Et j'ai, pour ma part, annoncé moi-même des fermetures. Vous parliez, Thierry, de la question du courage et de la question du respect de l'autre en tant qu'adulte. Et parmi ces fermetures, vous aviez un centre de tri un peu emblématique, qui est celui de Bourg-en-Bresse, 800 personnes à qui vous annoncez que désormais, elles vont devoir aller travailler ailleurs, à Lyon. Vu de Paris, c'est pas grand-chose. Vu de Bourg-en-Bresse, ça n'a rien à voir. Et je me souviens avoir annoncé cette fermeture, et je me souviens de la réaction de l'encadrement, du management de proximité que j'avais en face de moi, à qui je dis eh bien, vos patrons, vos managers vont venir vers vous pour vous demander ce que sont vos souhaits d'évolution, ce que vous voulez faire désormais de votre vie professionnelle. Et je me souviens d'un chef d'équipe à l'époque qui a levé la main et qui a dit « Ah, vous n'êtes pas gonflé ? Non seulement vous prenez la décision de fermer, vous nous l'imposez, et en plus maintenant, il faudrait qu'on vienne vous dire ce que l'on veut faire. » Et je lui ai dit oui, parce que c'est votre vie. Et que ce soir, à la maison, c'est vous qui devrez savoir où les enfants vont être scolarisés, où vous décidez d'aller travailler avec votre épouse. Et ça, personne ne peut le choisir pour vous. C'est pour moi quelque chose qui est vraiment incarné à ce moment-là, cette question de traiter en tant qu'adulte est légitime et qui
est aussi un des sujets majeurs de cette réussite dans laquelle nous nous sommes engagés et que nous avons pu moissonner. Cette hiérarchie des responsabilités, elle se traduit d'autant plus, pour moi, dans la question de l'organisation du dialogue et la manière dont on va fabriquer la décision. Là aussi, je me dis que aujourd'hui, certaines des décisions que nous avons prises, et c'est par exemple le cas sur notre dernier plan stratégique, ce sont des décisions dans lesquelles, et c'est un dialogue dans lequel nous avons désormais invité à la table beaucoup plus de parties prenantes que nous n'en avions fait au tout début de nos plans stratégiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Paul, c'est quelque chose qu'on avait lancé autour des collaborateurs. On a eu un moment très fort où, en tant que collaboratrice, je pensais que vous étiez devenue déraisonnable. En décidant de solliciter les départements sur la gestion de la présence des bureaux de poste en territoire. Je pense que le Premier ministre s'en souvient très très bien. Tous les sénateurs. Oui. Et je vous assure que le management de la maison, et je pouvais à ce moment-là, et je peux le dire en étant garde rapprochée, en tout cas proche de vous, moi-même totalement effrayée de la décision que vous preniez, d'oser imaginer, demander aux collectivités territoriales d'être partie prenante de ces réorganisations, nous n'avons jamais autant réorganisé qu'à partir du moment où nous avons confié cette décision et partagé cette décision avec les collectivités territoriales. Des 17 000 bureaux de poste de l'époque, 17 000 points de contact, tous sur le même modèle que nous avions, aujourd'hui nous avons toujours 17 000 points de contact, dont 9 000 sont en fait des variantes adaptées aux configurations locales et parmi lesquelles nous avons les meilleurs retours et les meilleurs taux de satisfaction client. Et cette gouvernance élargie, c'est quelque chose que l'on poursuit et que l'on poursuit très fortement dans l'univers ESG, en ayant autour de la table aujourd'hui une consultation, vous en parliez un petit peu Jean-Paul tout à l'heure, le dernier plan stratégique par exemple du groupe, c'est 134 000 contributions. Nous avons ouvert une consultation à l'ensemble des collaborateurs, plus de 6 000 fournisseurs, plus de 4 000 clients, ONG, associations de consommateurs, que nous sommes allés interroger. Nous avons mené 4 conventions citoyennes en territoire sur des problématiques nouvelles, de manière à capter ce qui n'était pas compris, ce qui était visible, ce qui était attendu, les écarts entre ce que nous projetions et la réalité que nous servions à l'ensemble de ces parties prenantes, tout ce dont on s'est ensuite servi pour élaborer notre raison d'être et pour porter dans notre statut d'entreprise à mission cette gouvernance alignée qui est toujours, elle, à l'aune de ce que vous disiez, Monsieur le Premier ministre, qui est que, quoi qu'il en soit, c'est toujours le management qui propose. Une raison d'être, c'est le management qui le propose à son conseil d'administration qui l'adopte. La société à mission et les engagements de la société à mission sont proposés à une gouvernance ad hoc par le management qui l'assume et qui l'adopte et qui en rend compte. Voilà ce que je crois être à la fois des incontournables, mais des évolutions dans la manière de procéder, dans les champs embarqués, aujourd'hui, que la question de la RSE est là, au milieu de nous, pour longtemps. Merci. Merci Muriel. Je vais faire une toute petite parenthèse, une aparté avec Monsieur le Premier ministre. Ça se passait très mal. Et Jean-Pierre Raffarin m'avait convoqué à Matignon en disant votre histoire là, ça ne va pas du tout. C'était d'ailleurs une fuite qui était dans le journal. Il y avait la Poste va fermer tous ses bureaux de poste. Je sais pas. Et en rentrant. Candidat au sénatorial en septembre. En plus. Bon, donc en rentrant dans mon bureau, je me suis dit, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas du tout là-dedans, quoi. Et donc, après avoir écouté, réfléchi, je lui ai dit, vous savez quoi, on va changer complètement notre processus de décision et aucune transformation de bureau de poste ne se fera sans l'accord du maire et son conseil municipal. Alors là,
l'entreprise unanime a dit, ça y est, on est tombé sur un président complètement fou et qui n'a pas, ou qui a trop de courage, ou qui n'en a pas, parce que d'une certaine manière, c'est arrêter le dispositif de transformation. J'ai dit, écoutez, on va le faire quand même. Allez voir chacun des maires, au lieu de leur dire, voilà ce qu'on va faire, dites-leur, voilà ce que sont mes problèmes, voilà pourquoi on a envie de faire ça, expliquez-moi ce que sont vos problèmes. Et là, on se rend compte que chaque mairie est un cas particulier. Le gars, il ne veut pas faire ça parce que la femme de ce machin, et puis l'autre. Voilà, chaque cas particulier. Et ce qui a été dit tout à l'heure, aussi bien par les deux intervenants précédents, sur la dimension individuelle, est à mon avis absolument, absolument essentielle. Toujours est-il qu'on a lancé ce dispositif. Pendant 18 mois, on a eu un travail de dialogue permanent avec les maires. Et au bout de 18 mois, ce que disait Muriel, il y a eu un taux de transformation inégalé et qui n'a jamais été égalé depuis. Parce qu'on avait conduit un dialogue authentique, local, avec les responsables. Voilà. Grâce à vous. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà. Yves. Yves. Oui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, monsieur le Premier ministre. Donc, tellement de choses ont déjà été posées avant que je ne prenne la parole, que ça donne presque envie de s'arrêter quelques minutes pour penser à toutes ces composantes que vous avez mises sur la table, qui sont essentielles pour des décisions légitimes dans des situations qui sont des situations extrêmement complexes à gérer, et vous avez donné des ingrédients qui sont prodigieusement intéressants. Et on voit là, en vous écoutant, je me disais, mais c'est quand même extraordinaire, on voit là tout l'intérêt de ce qu'on discute aujourd'hui, parce que si on transpose ça dans le champ public politique, ça serait intéressant de voir ce que ça demanderait comme attitude de la part des collectivités, de la part même des instances gouvernementales pour aider le changement dans la société. Malheureusement, on n'en est pas encore là, il y a certainement des choses à apprendre. Alors, ce que j'avais prévu de partager avec vous, c'était de venir sur cette question de la légitimité, parce que ce qu'on a entendu dans vos propos, c'était à la fois vous avez dit, il y a le temps de la décision, il y a la décision, donc il y a effectivement une légitimité du processus et une légitimité de la décision, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et je vais vous partager avec vous quelques secrets du travail que nous faisons avec les citoyens dans le cadre de délibérations citoyennes, où des gens tirés au sort sont invités à venir se pencher sur des sujets complexes. C'est vrai par rapport à la société, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise, ce dont je vais parler. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société? C'est un incroyable appétit pour la codécision et la co-construction. C'est que la société humaine de 2023 est une société qui a connu une évolution phénoménale depuis les années 80, notamment suite au changement dû aux technologies de l'information dans lesquelles on se trouve tous. Et cette société a complètement changé. Et donc, on a complètement transformé le sens des canaux de communication, et chacun d'entre nous est devenu un émetteur d'informations. Et derrière ça, ce que je dis peut vous paraître une platitude, mais par rapport à là où on était il y a 50 ans, c'est un changement, ou 30 ans encore, peut-être même 20 ans, parce qu'on ne se souvient plus des premiers iPhones, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Et donc, il y a cet appétit incroyable pour rentrer dans des processus de codécision. Et donc, aujourd'hui, une décision qui ne prend pas en compte cet appétit d'être codécideur est une décision qui sera probablement très peu légitime. Et donc, comment est-ce que dans une société, une entreprise avec des milliers de collaborateurs ou des centaines de milliers de collaborateurs, comment dans une société de 60 millions d'habitants à l'échelle française, 450 millions à l'échelle européenne, 8 milliards à l'échelle mondiale, comment est-ce qu'on crée de la codécision et comment est-ce qu'on installe des processus qui vont rendre les décisions légitimes? Ça, c'est vraiment une question de 2023, une question essentielle. Il y a quelques composantes dans donc la bonne nouvelle, pour reprendre les bonnes et les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de rentrer dans ces processus de codécision. Et c'est vraiment, on peut s'en réjouir. C'est-à-dire que les gens ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser,
si les gens sont très critiques avec la politique, on l'a entendu tout à l'heure avec certains chiffres, les gens, une fois qu'ils y goûtent, ont envie de la politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'une certaine politique. Mais quand on parle de politique de manière pacifiée, où on rentre dans la complexité et où on est dans l'écoute, là, ça crée de l'envie. Et donc, on sent qu'il y a cette envie. Et ceux qui disent que les Français, que les Européens et que les citoyens du monde n'ont pas envie de politique sont des gens qui n'ont pas une bonne connexion avec la société, parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un appétit incroyable. Mais ce que les personnes nous disent, c'est qu'ils ont envie de la politique, mais pas des jeux de Barnum qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que les gens qui s'envoient des noms d'oiseaux à la tête en disant « moi j'ai raison parce que j'ai le pouvoir, toi t'es un con parce que t'as pas le pouvoir », ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment rentrer dans du dialogue. Et cette question est absolument essentielle. Et donc on a, au-delà de cette bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, c'est on utilise pour tout ça 2 technologies qui bénéficient de 3,5 milliards d'années d'évolution. Et on a une chance incroyable de pouvoir en bénéficier, c'est l'oreille et la voix. Parce que tout ça ne se passe pas sur les plateformes. Tout ça, vous l'avez dit, ça se passe dans le dialogue. Et il faut revenir sur les choses simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on doit discuter de ces sujets, qui sont des sujets complexes, ça se passe quand on se voit, ça se passe entre personnes, et ça se passe en utilisant la voix et les oreilles. Et personne n'est sans voix dans le monde, mais par contre, il y a beaucoup de sans-oreilles. Et il est important de rebalancer les systèmes de décision. Et on a entendu 2 exemples merveilleux où les oreilles étaient bien actives, parce que cet aspect-là est très important. J'ai eu la chance de participer aux côtés de Jean-Dominique Sénard et de Sophie Thierry au CNR Travail. J'étais le référent pour la démocratie au travail. On a une présentation qui m'a vraiment subjugué. C'était une analyse qui était faite sur la santé mentale dans les entreprises en lien avec la qualité du dialogue. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans les entreprises dans lesquelles les gens se sentent entendus, donc dans lesquelles il y a des oreilles, dans ces entreprises, on a un niveau de maladie mentale de 100. Dans les entreprises où on fait parler les gens et on ne les écoute pas, le niveau de maladie mentale, donc de congés liés à des problèmes psychologiques, excusez-moi de faire des raccourcis qui n'en sont pas, le niveau passe à 200. C'est-à-dire que la qualité de l'écoute a un effet immédiat sur la santé des gens, et ça se répercute sur, évidemment, tout ce qu'il y a derrière comme processus de travail, de productivité, d'efficacité, etc. Et donc, de nouveau, j'ai peut-être l'impression pour vous d'enfoncer une porte ouverte, mais cette question de l'écoute, et on n'écoute pas en faisant des enquêtes. Évidemment, c'est important d'avoir des enquêtes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça demande qu'il y ait des moments où les gens sont autour de la table, se parlent et s'écoutent. Et ça, c'est quelque chose, ça va peut-être vous étonner, mais ça s'apprend de s'écouter. Ça s'apprend. Et je me souviens, on va beaucoup parler de Jean-Paul Bailly aujourd'hui, mais d'une des toutes premières démarches que j'ai eu la chance de faire en France. Moi, je suis né dans le département des Forêts, c'est-à-dire la province de Luxembourg du Royaume de Belgique. Et donc, ça n'est plus un département aujourd'hui, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et une des premières opérations de dialogue citoyen que j'ai eu la chance de faire, c'était à la RATP avec Jean-Paul Bailly. Et on travaillait sur une question de violence sur les lignes du RER. Il y avait un problème de violence perçue qui devenait insupportable pour les agents du RER. Et on avait donc invité des citoyens tirés au sort, des agents tirés au sort, pour mener un dialogue sur cette question de sécurité perçue et de ce qu'il fallait faire comme mesure. Et on avait entraîné des groupes de citoyens, c'est-à-dire on commence par leur dire, pendant 1 heure, on va s'entraîner à s'écouter. S'entraîne à s'écouter. Et le lendemain, il y a une dame, 75 ans, qui vient en me disant « Mais votre truc, ça marche. Ça fait 30 ans que je ne parlais plus à mon mari. On s'est reparlé hier soir. » Donc, réapprendre à s'écouter. C'est important de dire « J'ai entendu ce que tu as dit. » Comment ? Il y a un marché. Sans doute. On peut faire un diagnostic d'écoute. Mais je veux dire, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. C'est pas inné et ça passe par un processus d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait
pour aller parler aux maires quand on a des choses difficiles à leur dire? Comment est-ce qu'on leur donne des signaux d'écoute? C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, c'est peut-être simplissime que ce que je dis, mais c'est très important de revenir à laisser du temps, à donner du temps à l'autre, à reformuler. Donc, on commence par apprendre. Deuxième chose. Ensuite, la troisième chose qui est essentielle, je vois Jean-Paul qui regarde sa montre. Je le rassure, je n'ai que 25 sujets. Donc, le prochain, le sujet clé, c'est la diversité des groupes. C'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne, ce dont on parle là, ça marche si les groupes sont divers. C'est-à-dire si on prend le risque d'inclure la diversité dans le groupe. Si on n'écoute que les gens qui ont le même profil, ça va donner des choses extrêmement pauvres, même si l'écoute est bonne et même si on a un cadre qui est bien posé de co-construction. La diversité est majeure. Et cette diversité a une condition en face qui est l'inclusion, le fait que les personnes se sentent incluses dans le processus. Donc que les gens se sentent à leur place dans ce processus. Et vous nous avez montré avec l'exemple que vous avez donné comment les personnes se sentent à leur place dans le processus de dialogue. Si les gens ne se sentent pas là, on passe à côté d'une richesse qui est apportée dans le dialogue. Et le tout doit être transparent. Pourquoi? C'est que la difficulté de ces processus, c'est qu'à l'échelle de la société française, on a eu la chance avec Claudia Montero, qui interviendra tout à l'heure, de travailler sur le dialogue, l'Assemblée citoyenne pour le climat. 150 citoyens, 64 millions de Français. Comment est-ce qu'on passe de l'expérience de 150 personnes, et Jean Grosset était dans le comité de gouvernance, comment est-ce qu'on passe de 150 personnes à 64 millions? Nécessairement, on a besoin de processus de transparence. Parce que vous pouvez avoir le meilleur processus qui soit en termes de co-construction, en termes de qualité de l'écoute, en termes de diversité et en termes d'inclusion. Si les personnes ne voient pas ce qui se passe, on n'arrivera pas à légitimer les décisions. Et donc, on a ce besoin de rendre compte et de rendre compte dans la transparence. Et ça, c'est les conditions essentielles de la qualité du dialogue, que ça soit en interne dans l'entreprise, que ça soit en externe. En fait, et je pourrais terminer là avec une considération qui est aussi ressortie très fortement du CNR Travail, c'est quand je dis en interne dans l'entreprise et en externe de l'entreprise, ça a de moins en moins de sens. La première raison pour laquelle ça n'a pas de sens, c'est, comme vous l'avez dit, le travailleur, la travailleuse, elle est là en tant que personne. Et aujourd'hui, les gens ne se cloisonnent pas. On n'a pas « je suis là en tant que travailleur, je suis là en tant que citoyen ». Il y a un continuum. Et j'attends, en tant que citoyen, et c'est une des choses qui est ressortie très fort de l'écoute CNR Travail que nous avons faite, et les entreprises qui écoutent leurs salariés ont pris conscience de ça maintenant, c'est que les enjeux de société 2050, que devient 2050 ? 2100, qu'est-ce qu'il y a à la fin du siècle ? Les travailleurs ont besoin que ça soit pris en compte, les équipes ont besoin que ça soit pris en compte, comme les citoyens ont besoin que ça soit pris en compte. Et aujourd'hui, une des principales difficultés qu'on a dans la société, c'est que, et je passe ma vie en dialogue citoyen avec mon équipe, on en a un tous les soirs à peu près, il n'y a pas une réunion avec des citoyens où les personnes ne disent « ça ne va pas assez vite, les décisions ne sont pas prises à la bonne échelle, on ne comprend pas où on va ». Et c'est une préoccupation qui monte de manière majeure. Et comme vous l'avez dit, c'est la question de la planète est maintenant numéro 1 dans les dialogues. Et donc l'entreprise a cette responsabilité comme la société politique a cette responsabilité. Mais il n'y en a pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et donc on assiste maintenant dans les dialogues organisés par les entreprises à des débords. Vous avez donné des exemples. Mais si on voit ce qui va se passer à l'avenir, c'est que l'entreprise ne va plus raisonner à l'intérieur de son seul milieu. Nécessairement, elle va s'ouvrir. Vous avez peut-être entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat, qui a pris le modèle que nous avons développé et qui engage aujourd'hui partout en France des centaines d'entreprises, qui toutes utilisent le même modèle que celui que nous avons mis en place, qui est un modèle de délibération, avec des dirigeants d'entreprises qui sont en train de travailler sur l'économie régénérative et qui travaillent non plus sur des plans à 2030, mais sur des plans à 2050. C'est-à-dire comment l'entreprise se posera en 2050 dans une société
dans laquelle elle aura un rôle régénérateur. Et ça, ces tendances-là qu'on est en train de voir émerger sont essentielles. Et il n'y a plus aujourd'hui le dialogue social dans l'entreprise et le dialogue social dans le dialogue, délibératif participatif dans la société. Il y a un continuum. Et pour terminer, je reviens à mon département des forêts, puisque j'adore me promener dans la forêt d'Ardennes. Et en fait, cette force qu'on peut retirer et qu'on peut donner à la société par la qualité du dialogue, et à nouveau, ça se joue à l'échelle locale, nationale et mondiale, et on l'a fait 3 fois déjà avec 3 dialogues mondiaux dans lesquels on a embarqué les citoyens, et si on l'a fait, c'est grâce à des entreprises qui nous ont soutenus pour le faire. Si vous regardez la forêt, la force de la forêt, c'est que dans la forêt, tous les étages sont occupés. Et ça commence par les champignons et ça va jusqu'à la canopée. Et en fait, un dialogue social de qualité, c'est un dialogue social qui ressemble à une forêt. Si quand vous faites l'analyse de votre dialogue social, vous pouvez reproduire une forêt, c'est que votre dialogue social va bien fonctionner. Si vous n'êtes que dans de la monoculture de certains types d'arbres, vous êtes sûr que ça va immanquablement manquer. C'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai dans la société. Je vous remercie. Françoise, oui. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour une interaction ou si on passe directement aux questions. Je vais poser il y a plusieurs questions, mais il y a une question qui... Oui, oui, oui. Il y a une question qui vous alerte sur le fait qu'il y a dans les entreprises privées des très bonnes choses, des entreprises tout court d'ailleurs, privées ou missions ou d'autres entreprises, coopératives ou des choses comme ça, mutualistes. Mais il y a des bonnes choses, et puis dans la gouvernance et dans l'administration, il y a aussi des bonnes choses et qu'il ne faut pas opposer les uns les autres. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait d'ailleurs. Enfin, la question avait été posée, donc je voulais la retransmettre. Et puis une autre question, enfin plusieurs qui tournent autour de ça. La légitimité de la décision dépend beaucoup de la légitimité du décideur, d'après vous, et à plusieurs reprises, vous l'avez dit. Mais comment et le décideur, lui, la légitimité du décideur dépend de son aptitude à l'écoute. On vient d'entendre, mais la décision revient quand même au décideur. Donc, à un moment, comment l'écoute est vraiment prise en compte? Est-ce qu'elle et comment elle est? Quel est le rond là entre l'écoute de tout ce qui a été dit et la décision? Comment après les gens se sentent bien pris en compte, tout ce qu'ils ont fait remonter est pris en compte. Forcément, tout ce qu'ils ont fait remonter n'est pas pris en compte. Donc, de quelle manière ce qui n'est pas pris en compte, c'est ça le plus intéressant. Si c'est pris en compte, il n'y aura pas de problème. Mais si ce n'est pas pris en compte, comment le décideur peut-il quand même rendre sa décision légitime sans prendre en compte tout ce qu'il a écouté? Voilà. C'est ça la question. Bonne question. Qui veut se lancer? Moi, je crois qu'une décision est légitime aussi par les renoncements dont elle fait état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, il n'y a qu'une seule direction, et quelque chose qui, paradoxalement, éveille plutôt la suspicion, parce qu'il y a quelque chose qui relève d'une vérité révélée ou justement de l'absence de débat. Et ce que j'ai en tête, c'est cette idée il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs scénarios. C'est ce scénario-là que je retiens, et c'est ce scénario-là qu'en tant que décideur, je décide de porter, bien qu'ayant écouté tout le monde et pour autant renonçant à un certain nombre d'autres possibilités. Moi, je crois que c'est le renoncement qui est légitime et pas justement le fait de tout embrasser et de chercher quelque chose qui, du coup, n'est plus un choix et ne relève plus d'une décision, mais relève d'un truc, voilà, et qui n'embarque pas. Ce que l'on a fait dans toutes les consultations qu'on a tenues, ou y compris consultations avec derrière un retour, nous avons fait, et aujourd'hui nous faisons retour
de l'ensemble des décisions qui sont prises. C'est-à-dire que, sans être capable de cibler chacun des contributeurs, mais une fois qu'on a eu nos consultations et ce dialogue, on a un retour collectif sur, finalement, c'est ça qu'on retient. La raison d'être, c'est finalement celle-là que l'on retient. Les engagements de la société à mission que nous portons, ce sont finalement ces engagements-là que l'on retient, et nous avons renoncé parce que à ces engagements-là. Donc moi je crois que ça n'est pas le fait de tout prendre qui légitime, c'est au contraire le fait d'assumer les choix et évidemment derrière d'en faire retour, y compris en expliquant pourquoi on ne l'a pas fait. Moi, il y a quand même quelque chose qui me trouble, c'est une forme de schizophrénie de la société où effectivement il y a ce désir de participer qui monte d'un peu tous les côtés, mais les partis politiques qui progressent le plus sont les partis autoritaires. Nous, on a appartenu à une génération, on était prêts à mourir pour nos libertés. Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à renoncer à la démocratie et à la liberté pour avoir de la sécurité. Et donc, il y a à la fois ces deux tendances de fond qui sont dans la société. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Quand on interroge les gens, j'ai eu un exemple très concret récemment sur le comportement de nos clients. Entre la manière dont ils disent qu'ils entendent consommer et la manière dont ils consomment réellement, l'écart est très important. Très important. Entre les gens, ce que les gens pensent et ce que les gens font, c'est très important. Et je trouve que ce hiatus entre l'aspiration au dialogue et le vote totalitaire est extrêmement caractéristique de cette contradiction interne. Peut-être parce que les gens, nous on était d'une génération où on avait des anticipations positives, où on voyait l'avenir comme une chance. The sky was the limit. Aujourd'hui, la génération, elle voit l'avenir comme une menace et comme une source de perte d'opportunités. Donc je crois qu'à un moment donné, écouter, c'est important. Il y avait ce matin un article dans Les Échos sur la perte de productivité et le rôle du management et la capacité des bons managers à emmener les équipes sur la Lune versus les mauvais managers qui emmènent les équipes à la cave. Je crois qu'à un moment donné, les gens, c'est important qu'ils déballent leur sac, mais ils ont besoin d'avoir un décideur qui leur dit « Ok, on ne va pas faire tout ce que vous avez dit, mais on ne vous met pas dans une situation de désespérance. Et la décision qu'on prend, elle est collectivement la bonne parce qu'on vous tire dans la bonne direction. » Yves, un mot? Oui, un mot sur ce point qui est l'illusion de simplicité qui est donnée par certains partis politiques qui attirent. Et le seul remède à ça, c'est de faire goûter à la complexité politique. Le seul remède, c'est de démultiplier les formats dans lesquels les gens se rendent compte que pour régler le problème, il ne suffit pas de faire un truc, mais que ça passe par l'entrée dans la complexité. Quand on a fait un dialogue citoyen avec Claudia en région Occitanie, on a interviewé Edgar Morin, qui avait 99 ans à ce moment-là, qui s'adressait aux personnes. À la fin de son exposé, où il a parlé de la complexité du monde, à la fin de l'exposé, il y a une personne qui est venue nous dire « Mais j'ai l'impression que ce message venait du futur ». Et c'était très touchant de voir cet homme de 99 ans qui parlait de la complexité du monde et qui redonnait de l'appétit à 100 conventionnels qui commençaient des travaux et qui allaient rentrer dans la complexité. Donc là, il n'y a pas de miracle. Donc il y a une illusion qui est portée par certains partis, il n'y a qu'à, et il n'y a pas de miracle, ça passe par de la pratique et de la rencontre de la complexité. Et c'est pour ça que le dialogue dans l'entreprise est fondamental, parce qu'on commence à découvrir la complexité là, on le découvre au niveau de sa commune, au niveau de son quartier, et à tous les niveaux. Et la culture est très importante pour appréhender, parce que je crois que son niveau de certitude recule avec son niveau de connaissance. Plus on apprend, plus on découvre le champ de ce qu'on ignore. Et au fond, la baisse du niveau d'éducation, qui est assez dramatique, conduit à des schémas simples et à des convictions plutôt qu'à des raisonnements. Enfin bon, et moi, je suis très attaché dans l'entreprise à réintroduire une dose de culture, parce que la culture, c'est quand même le ferment de la civilisation, c'est le ferment du dialogue, c'est le ferment de l'écoute. Et réintroduire, réassembler entreprise et culture, ça me semble très important. Et cette dictature de la simplicité, elle n'est pas que le fait des partis politiques, hein. Elle est aussi une pratique en entreprise de « amène-moi des choses simples ». Ton problème est trop compliqué ou ta proposition est trop compliquée. Elle vaut dans les médias où dès qu'on est sur une expertise un peu compliquée, un peu grise, ni blanche ni noire, on coupe parce que l'expert est trop compliqué. Et simplicité veut dire radicalité ou radicalisme. Et en tant que manager,
je pense qu'on a aussi une responsabilité dans la manière dont on accueille cette complexité et ce gris, hein, cette chose qui est dans la nuance. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour votre contribution très, très éclairante et très complémentaire. Merci.